Bonjour à tous, bienvenue donc à cette conférence sur la reconversion d'une friche urbaine, le site de l'ancien Super U à Neuilly-Pompière. Excusez-nous déjà pour le petit retard dû à des problèmes techniques. Tout d'abord, peut-être, Monsieur le maire, un petit mot pour lancer la conférence. Vous entendez? Bien, eh bien écoutez, bonjour à toutes et à tous. Merci de votre présence. Je ne vais pas faire le tour de l'Assemblée, mais chacun en vos grades et qualités et représentant les différents organismes qui sont présents aujourd'hui à Neuilly-Pompière pour faire un petit peu la rétrospective de la reconversion de la friche urbaine de l'ex-Super U qui a été menée donc sur plusieurs années et qui se termine maintenant. Voilà, donc merci à tous les intervenants parce que je pense que d'une façon générale ça a été vite mené quand même, bien mené, malgré quelques petites tensions, mais bon, on les a résolues sans difficulté. Et puis je vais remercier mon premier adjoint aussi qui a amené ça d'une main de maître en tant que responsable de l'aménagement du territoire. Donc voilà, merci à mes collègues aussi maires, merci à la Comcom également, Marianne qui nous accompagne pour d'autres missions aussi dans le cadre de l'ORT et PVD, Petite Ville de demain, où on aura certainement l'occasion de se retrouver et de refaire des points, des réunions. En France, nous avons la réunionnite, donc, et de faire donc des retours d'expérience, ce que les retex. J'ai connu ça dans ma vie professionnelle aussi. Donc, merci à vous tous d'être venus nous accompagner. J'espère que vous avez été bien accueillis ce matin et que vous avez apprécié les qualités de notre maître pâtissier que vous avez pu apprécier. Voilà. Merci à vous. Merci Monsieur le maire, merci de votre accueil, merci aux élus de Neuilly-Pompière, et au service aussi de Je vais peut-être commencer par se présenter. Donc, Guillaume Gagné, urbaniste à la DAC, l'agence départementale d'aide aux collectivités. On reviendra tout à l'heure dans le cadre de la conférence sur ce qu'on fait. Et je suis Géraldine de Morgan, directrice du développement et de l'aménagement pour Val Thorens Habitat, premier bailleur de la région Centre. Et je représente la partie neuve de Val Thorens Habitat. Voilà, donc nous sommes présents aujourd'hui pour vous parler d'une opération d'aménagement public, d'un quartier, on peut dire, à Neuilly-Pompière, qui a démarré il y a environ 15 ans. Et l'objet, en fait, c'est vraiment de comprendre comment est né ce projet, comment est né la friche déjà, comment est né le projet et comment ça s'est concrétisé afin d'avoir un retour d'expérience qui peut servir pour d'autres opérations. On évoquera aussi un petit peu l'actualité. Alors, on parle beaucoup de sobriété actuellement. C'est à l'ordre du jour. Nous, en urbanisme, la sobriété, ça fait quand même quelques décennies qu'on en parle, notamment de la sobriété foncière. Et bien évidemment, ça a démarré notamment avec la loi SRU en 2000, et ça se poursuit aujourd'hui avec la loi ZAN, zéro artificialisation nette, et aussi tout le débat. Donc on évoquera un petit peu. C'est une conférence en 3 parties. Une première partie historique, c'est important de comprendre finalement d'où vient une friche, comment elle naît et comment finalement elle s'insère dans l'évolution de l'urbanisme d'un bourg. Et Neuilly-Pompière est un cas qui représente bien, je trouve, ce qui s'est passé dans les communes d'Indre-et-Loire et d'ailleurs. Ensuite, on regardera bien les études opérationnelles, les modalités opérationnelles, et puis on détaillera aussi un petit peu ce qui s'est fait, pour bien comprendre d'où on est parti et où on est arrivé. Et enfin, essayer d'en tirer les éléments clés de réussite, pour les points de vigilance aussi, quand on a à traiter une friche. Voilà, donc je vais prendre un petit peu de temps pour vous parler de l'historique, mais avant ça, on va faire un petit focus, pour que les gens qui ne connaissent pas les pompiers à quelques données, de Tours, qui est dans l'aire urbaine, qui est desservie par de nombreux axes, l'autoroute A28, mais aussi 2 routes départementales importantes, la 766 et la 938, 2 axes, Angélois, Paris-la-Baule et Tournement,
Je dis Paris la Gaule, c'est pour voir un petit peu plus loin. Donc ça fait un croisement qu'on va retrouver dans le bourg qui va être important. Une augmentation constante de la population, on va bientôt arriver à 1400 habitants. Une commune relativement jeune, avec un nombre de personnes par ménage qui est supérieur à la moyenne départementale. Mais bien évidemment, changement de micro. Bien évidemment, la population française est vieillissante d'une manière générale et ça se retrouve aussi un petit peu à la pompière. Un revenu médian des ménages qui est très légèrement inférieur à celui du département, et puis un parc de 1000 logements composé principalement de maisons et de grands logements. Voilà, la taille des ménages diminue, mais les logements, ils existent et ils sont plutôt grands. Un taux de vacances qui est dans la moyenne départementale et nationale, entre 8 et 9%. Voilà, donc je vous ai dit que ça faisait partie de l'aire urbaine de Tours. La particularité de l'Indre-et-Loire, hein, c'est que l'aire urbaine de Tours, c'est 500 000 habitants pour un département de 600 000 habitants. Voilà, donc 83%. Voilà, il y a une métropolisation qui est assez forte en Indre-et-Loire, avec des mouvements pendulaires notamment entre les communes et Tours, mais il n'y a pas que ça. Laurent Cailly, enseignant géographe à l'Université de Tours, nous a montré dans un article qui s'appelle Faire Métropole et dans une conférence qui a été organisée par le CIE qu'il y a aussi des dynamiques spatiales et sociales qui sont autour finalement de communes secondaires, on pourrait dire, mais de communes pôles pour leur secteur, et que Neuilly-Pompière finalement a aussi des dynamiques totalement indépendantes de la métropole, avec ses territoires voisins, dont certains sont présents aujourd'hui, et qui a aussi une vie de territoire autour de Neuilly-Pompière qui est indépendante de la métropole. Néanmoins, il y a quand même beaucoup d'actifs qui résident sur Neuilly-Pompière et qui travaillent sur la métropole, c'est une évidence. Une dernière petite slide sur ces données générales, juste pour dire que Neuilly-Pompière est une commune rurale, avec quand même 80% d'espaces naturels, agricoles et forestiers. Avec notamment de l'agriculture céréalière, et puis qu'il y a aussi, comme partout, un phénomène d'artificialisation qui s'est opéré ces dernières années, mais ça on va le voir plus en détail du coup dans l'historique. Voilà, donc ce qui me paraît important, c'est vraiment aussi de revenir sur du coup pourquoi du coup cette friche, comment elle est née et pourquoi il était si important d'intervenir. Alors historiquement, voilà, on remonte quand même deux siècles avant aujourd'hui. Neuilly-Pompière en fait était deux entités. On le voit sur le cadastre napoléonien. Il y avait le bourg et la roue. Et la roue, c'était en fait un lieu de commerce qui était lié finalement au transport, c'est-à-dire qu'il y avait un grand relais poste et des auberges, mais c'est vrai que c'était déjà un croisement important de circulation, et donc bien évidemment il y avait aussi une urbanisation qui s'était faite. Ce qu'il faut voir, c'est que le bourg, lui, était quand même à l'ouest de la route départementale 938, et on va voir que ceci a évolué. Alors voilà, on fait un petit bond dans le temps, on va en 1957. Le bourg, donc là, est réunifié, les deux entités sont réunifiées, et sur une surface de 40 hectares, et on est vraiment à l'ouest de la RD 938. En 1964, ce sont les premières extensions. Là aussi, ça correspond à ce qui s'est passé en France d'une manière générale, notamment au sud. On voit qu'il y a un lotissement qui se crée. La petite étoile, c'est là où c'est ce qui deviendra la friche de l'ancien Super U. Voilà, c'est pour que vous vous repériez. Donc, on a bien les deux axes de circulation. Et puis là, voilà, on commence à avoir des extensions. Et puis, on a aussi une installation, une activité économique, une chaudronnerie, ici, dont on parlera tout à l'heure. Donc, vous voyez, on a 1376 habitants. Sur un bourg de 40 hectares, pardon. Bien évidemment, à cette époque, il y avait aussi beaucoup de gens qui habitaient en dehors du bourg, donc le calcul est forcément un peu faussé. Voilà, donc là, on passe en 1976, et là, il y a une rupture. On voit qu'on a des opérations de lotissement, logements sociaux qui se créent soit dans le bourg, soit toujours en dehors. Mais on a une rupture avec l'arrivée du collège. Le collège se positionne vraiment en rupture en allant à l'est de la RD 938.
et on verra que ça aura son importance pour l'avenir, puisque finalement, ça va participer à revenir à ce qu'on a connu avant, c'est-à-dire d'avoir plusieurs pôles, plusieurs centralités finalement dans la commune. La petite fenêtre ici, c'est pour vous montrer ce qu'était le terrain qui deviendra le Super U et qui deviendra ensuite la friche. 1987, voilà, donc là, au niveau donc de cette, je vais appeler le lieu de la friche, même si à l'époque c'est pas le lieu de la friche, on a un premier finalement supérette marché U qui s'installe, mais vous voyez sur une emprise modeste. L'emplacement est logique, on est sur la RD 938, c'est un axe de desserte, on est dans le bourg, emplacement tout à fait logique pour une supérette. Parallèlement, on voit que les limites du bourg commencent aussi à pousser un peu dans tous les sens, avec la zone d'activité à l'ouest, et puis des constructions qui commencent aussi à se mettre un petit peu de tous les côtés. 1991, voilà, là c'est la création du Super U tel qu'on va le connaître, et qui va donc qui va devenir cette friche finalement en peu de temps, faut le dire. Donc il s'installe finalement, il s'agrandit, on va dire qu'il agrandit la supérette et il prend un petit peu plus d'1 hectare. Et vraiment donc en centre-bourg. Parallèlement, on voit que voilà, ça continue de pousser un petit peu de tous les côtés, le long des axes de circulation. Le bourg s'étend, sans nul doute. Par contre, la population de 1560, finalement, la population ne grandit pas tellement. 2002, c'est voilà, un autre point important, c'est l'extension de la zone économique vers l'ouest. C'est-à-dire qu'on a le collège qui a creusé à l'est, et maintenant, en 2000, voilà, on a aussi les activités économiques qui s'installent le long de l'RD 766 vers l'ouest. Alors, nouvelle rupture, là, voilà, le Super U, qui était implanté donc en centre-bourg sur 1 hectare, se délocalise après la zone d'activité, finalement, sur 9 hectares. Alors, il n'y a pas que le Super U, il y a d'autres activités, une galerie commerciale, station-service, etc. Mais voilà, c'est quand même un point important, c'est-à-dire que... Alors, le Super U avait cherché à s'agrandir, visiblement, sur le site où il était, mais il n'avait pas réussi pour des problèmes fonciers. Et du coup, il y a une décision qui est prise, vraiment, de sortir de la ville. En même temps, ce n'est pas un cas isolé, on le retrouve dans d'autres communes. Et c'est assez bien détaillé dans un livre que je vous recommande qui s'appelle « La France sous nos yeux », de 2 sociologues, qui expliquent finalement que dans les années 80, il y avait une stratégie quasi militaire de Super U et d'Intermarché de faire un maillage du territoire où ils ont créé des milliers de supermarchés en quelques années, et que finalement il y a une autre stratégie après qui vient une vingtaine d'années après finalement, qui vient, on veut s'agrandir, du coup on sort un petit peu de la ville, et la question aujourd'hui en fait c'est qu'il y a encore une évolution de la stratégie commerciale puisqu'on a le développement du e-commerce. Et en fait ce qui se passe aujourd'hui c'est qu'on a des plateformes logistiques énormes qui se créent, généralement sur un nœud autoroutier, ça pourrait être par exemple à Neuilly-Pompière, Polaxis, ça pourrait être à Autrèche, en Indre-et-Loire, il y a des entrepôts qui vont être créés. Et finalement, le e-commerce va venir prendre une part de marché de ces galeries commerciales, de ces supermarchés tels qu'ils sont implantés dans les années 2000. Et donc, on peut se poser la question, est-ce qu'il n'y a pas une obsolescence programmée finalement de cette zone, d'autres zones, on peut pas juger, mais qui pourraient aussi finalement peut-être dans 10, 20, 30 ans devenir des friches, parce que l'évolution du marché aurait changé. Voilà, donc on voit que la friche d'1 hectare du Super U a été créée en 20 ans, et voilà, on ne sait pas ce que deviendra la galerie commerciale actuelle, mais en tous les cas, on ne peut pas exclure que là aussi on ait un changement dans les années à venir. Alors aujourd'hui, voilà, on est sur un bourg qui fait 100 hectares, donc une augmentation de 140% en 50 ans, avec la zone d'activité aussi qui fait 25 hectares.
et une population communale donc, qui est, bon alors en 2019 on était à 2100 habitants, Neuilly-Pont-Pierre va sûrement encore accueillir des centaines d'habitants, hein, puisque c'est une commune qui est dynamique de ce point de vue-là. Mais ça correspond en fait à ce qu'on note en France, c'est-à-dire que l'artificialisation des sols croît 3 fois plus vite que la population. On a même des communes qui perdent des habitants et qui artificialisent pour créer de l'habitat. Voilà, alors il y a plein de raisons à ça. Bon, déjà, il y a un modèle économique qui fait que c'est quand même plus facile de construire sur un champ que effectivement de densifier ou de reconstruire la ville sur la ville. On va voir effectivement les spécificités du travail des friches. Mais il y a aussi le desserrement familial, il y a aussi bien évidemment le souhait d'avoir une maison avec jardin, enfin, des questions sociales. Voilà, mais on peut se poser la question quand même aujourd'hui, voilà, au-delà de l'aspect réglementaire du zéro artificialisation nette qui pose débat, qui pose question, mais dont les objectifs, je pense, sont largement partagés. On peut, voilà, si on prend l'exemple de Neuilly-Pont-Pierre, on peut se poser la question, est-ce qu'il n'y a pas aussi finalement une limite physique qu'on a atteint et qui fait qu'on est arrivé à la limite de l'urbanisation du bourg. Alors pourquoi je dis ça ? Nous, ce qu'on prône en urbanisme depuis un certain temps, c'est la ville du quart d'heure. C'est-à-dire qu'en un quart d'heure à pied, qu'on puisse aller de son lieu d'habitation au centre-ville. Et là, en fait, si vous pouvez faire le test chez vous, vous allez sur Géoportail, calculer un isochrone, vous centrez sur la mairie, et en fait, le bourg, dans sa forme actuelle, tout le monde est à un quart d'heure à pied. Donc ce bourg à garder, en fait, il est à la dimension idéale, d'un point de vue d'urbanisme. C'est-à-dire qu'il ne faudrait vraiment pas l'augmenter, parce qu'on sait que si par contre on l'augmente, pour le coup, les déplacements ne se feront pas à pied, on sera en dehors de la ville du quart d'heure. Bon, de toute façon, le PLU voilà, ne prévoit pas finalement encore de grandes extensions, donc il est fort probable que désormais l'augmentation de population sur le bourg sera fait au travers soit de requalification de friches, tel qu'on va le voir, soit de densification. Voilà, tout ça dans un objectif, je vous le disais, sobriété foncière. L'avantage de la sobriété foncière, c'est que, en fait, grâce à cet outil, on peut faire de la sobriété énergétique, puisqu'on va limiter les déplacements, par exemple. On va aussi limiter la création de réseaux, la création de voiries. En fait, on va faire aussi des économies à terme. C'est-à-dire qu'on raisonne souvent en budget d'investissement à un temps T, mais si on veut vraiment de la sobriété, il faut raisonner à un temps long. Et sur un temps long, l'opération qu'on va voir est extrêmement rentable, même si elle a coûté peut-être cher au départ. Et puis il y a aussi la question de la sécurité alimentaire, garantir effectivement nos terres agricoles, ça peut être utile d'avoir de quoi manger. Voilà, donc voilà pour cette petite rétrospective, mais qui me paraissait importante pour bien comprendre les enjeux. Et puis là, on va voir comment on fait pour se lancer dans un projet comme ça. Alors déjà, je vais présenter la DAC CAUE, donc l'Agence départementale d'aide aux collectivités locales et le Conseil architecture, urbanisme, environnement. Donc ce sont deux structures différentes qui ont été toutes les deux créées en 2009 par le Conseil départemental, mais qui ont été réunies en 2016. Donc la mission principale de la DAC, c'était vraiment le conseil aux collectivités, et on va voir de quelle manière ça s'est traduit à Neuilly-Pont-Pierre. Et le CAUE, lui, a 4 missions qui sont définies par la loi. Le conseil aux particuliers, le conseil aux collectivités, la sensibilisation, c'est ce qu'on fait un peu aujourd'hui, et l'information du grand public ou des élus. Voilà, donc on a grâce à ces deux structures, beaucoup de ressources, architectes, paysagistes, urbanistes, juristes, graphistes, finances publiques, et puis bien sûr l'administration avec notre directeur commun, sachant que l'ADIL 37, l'Agence départementale d'information logement, a été créée et a rejoint finalement, maintenant on est un triptyque de structures qui travaillent dans le même sens. Alors la spécificité des friches. Une friche urbaine, donc c'est un lieu qui est devenu sans usage pour X raisons. Ça peut être donc une friche commerciale, comme on va le voir, mais ça peut être une friche industrielle, on l'évoquera aussi.
Donc déjà, il y a un problème d'accès au foncier. Bon, déjà, il faut l'identifier, il faut après pouvoir accéder au foncier, et puis il faut pouvoir aussi identifier finalement les caractéristiques du site, et notamment aujourd'hui, gros sujet sur les pollutions. On y reviendra après. Et il faut définir, c'est un terme un peu barbare, la mutabilité, c'est-à-dire la capacité d'un site à être modifié. Donc ça, il y a besoin d'un vrai diagnostic pour savoir comment un site peut se transformer, parce qu'il y a eu des choses avant, il faut prendre en compte ce qui a existé, si c'était des installations polluantes, s'il y avait des bâtiments, s'il y avait une biodiversité exceptionnelle, on ne sait pas. Tous ces éléments, il faut les prendre en compte pour pouvoir calculer comment ce site peut être transformé. Bon, là, en l'occurrence, c'est vrai que le site de l'ancien Super U, potentiel de mutabilité totale, puisqu'il était totalement artificialisé, un parking, quelques bâtiments qui n'étaient pas récupérables, même s'ils étaient très récents, mais comme m'a dit un architecte, ils auraient été plus vieux, on aurait peut-être pu récupérer des choses, ce qui est un petit peu un paradoxe. Et puis pas de plan inondation, pas de contraintes fortes qui limiteraient finalement la possibilité d'urbaniser. Donc le site de l'ancien Super U était vraiment idéal. Il faut aussi pouvoir identifier les besoins du territoire. Est-ce que cette localisation, est-ce que ce site, est-ce qu'il correspond à ce qu'on a besoin, à ce qu'on veut faire? Donc ça, c'est aussi le rôle de l'ingénierie de réfléchir à ce genre de choses. Alors aujourd'hui, on rajoute l'usage temporaire. Bon, il n'y en a pas eu dans le cadre du Super U parce qu'il n'y avait pas de... Pour le coup, il n'y avait pas vraiment moyen. C'est pas simple, l'usage temporaire des friches, parce qu'on peut, si par exemple on a de la pollution, là aussi, on peut avoir des arrêtés préfectoraux avec des servitudes, et ça peut être relativement complexe. Mais c'est vrai qu'on va voir que le traitement d'une friche, c'est un temps long, donc c'est vrai que si on peut utiliser le site en attendant, ça permet quand même d'avoir un usage. Donc nous, à la DAC-CAU, on travaille toujours de la même manière. On fait une analyse des problématiques avec un diagnostic de l'environnement, des abords, du contexte général. Je vais vous le détailler un petit peu plus précisément sur ce qu'on a fait sur Noyer-Pompières. Et puis après, dans ce volet préopérationnel, on va définir quelles sont les modalités d'action et comment agir. Voilà, donc voilà la friche, comment on l'a récupérée. 1 hectare, un grand parking. Alors oui, je disais il n'y avait pas de pollution, mais ce qui est bien, c'est qu'il y avait une ancienne station-service, mais installation classée protection de l'environnement, et donc le propriétaire était dans l'obligation de la démanteler, de dépolluer avant de vendre le terrain. Alors je dis était dans l'obligation, là il l'a fait. C'est pas toujours vrai. C'est pas toujours vrai. Mais en tous les cas, là pour le coup, le site était vraiment idéal. Vous voyez qu'il y a le groupe scolaire à côté, il y a le collège qui était pas loin, on l'a vu tout à l'heure, donc énormément d'atouts. Voilà les photos du site en 2009. Voilà, assez caractéristiques. Donc nous, on est parti avec une analyse, comme je vous l'ai expliqué, c'est-à-dire qu'on a regardé le bourg dans son entier, et ce plan est un peu une synthèse finalement de ce que je vous ai expliqué avec les photos aériennes, c'est-à-dire que le centre ancien, la réunification, là on a mis en plus tout le réseau hydrographique, les zones pavillonnaires qui se sont créées, les équipements, l'endroit de la friche, et ça permet de comprendre quels sont les liens à connecter, à prioriser, quels sont les éléments à prendre en compte dans le projet. Ça nous fait un plan guide en fait. Et après on va continuer à zoomer et à préciser le projet. Et c'est vraiment important d'avoir ce travail qui prend du temps, parce qu'il faut aller sur le site, il faut comprendre. C'est un peu, et maintenant on parle de psychanalyse urbaine, c'est peut-être un peu excessif, mais c'est vraiment l'idée de comprendre le site. Et puis grâce à ça, on va arriver à un schéma d'articulation. Et là, en l'occurrence, on va comprendre que ce site, on l'avait déjà compris, mais il est vraiment crucial. Il a beaucoup d'intérêt pour la commune parce qu'il va permettre de faire le lien finalement entre l'Est et l'Ouest. On a vu que c'était un enjeu majeur. Il va faire le lien aussi avec le bourg, avec l'école. Et puis il va permettre de participer à la redynamisation du centre-ville. Parce que quand le supermarché est parti, bien évidemment, il a attiré aussi des commerces et il a fait un peu de mal au centre-bourg. Donc là, ça va vraiment être une opportunité de reconquérir le centre-ville. Alors on fait des premiers schémas avec des premières intentions, c'est ce qu'on appelle un plan capacitaire. Ça ne correspond pas à ce qui sera fait, mais ça permet de voir comment on va agir.
Alors c'est pour ça que souvent on dit qu'il ne faut pas se focaliser sur cette image, même si certaines choses ont été reprises, notamment le front bâti, la liaison traversante. Voilà, il y a des intentions qui sont là et qui vont être reprises, mais ça nous permet surtout voilà, de calibrer, de chiffrer, de voir les modalités qu'on va actionner. Ce qui est marrant en fait, c'est que donc ce site d'1 hectare, le Super U n'a pas pu s'étendre parce qu'il n'a pas eu accès au foncier. Mais en lançant ce projet, eh ben, finalement, il y a du foncier qui s'est libéré au sud et qui n'était pas du coup dans le projet initial. Et donc, donc vous le voyez sur l'image, c'est ce qui va devenir finalement la maison médicale. Et donc nous, il y a eu une nouvelle étude pour prendre en compte finalement cette modification du programme. Ça devient une opération qui vient à côté d'une autre opération. C'est-à-dire que, bien évidemment, on avait pressenti que ce terrain il serait utile, mais il s'est libéré plus vite que prévu. Et du coup, le projet de maison médicale a pu émerger parallèlement au projet de la reconversion de la friche. Donc c'est là où c'est important, parce qu'on pourrait se dire qu'il faudrait attendre d'avoir tout le foncier pour agir. Et on sait que c'est compliqué d'obtenir du foncier dans une commune. Et finalement, en lançant un projet, on va débloquer du foncier connexe, parce que les gens vont se dire, peut-être qu'ils ne voulaient pas vendre pour bloquer le projet, mais ils voient que le projet sort et finalement on lâche un petit peu les terrains. Et du coup, ça permet une opération à tiroir qui va s'enchaîner. Donc du coup, forcément, on réintègre ce projet dans le premier projet pour voir comment ça va s'annexer, même si ça restera deux opérations distinctes. Alors ce qui est marrant, c'est que voilà, maison médicale, on était parti sur un programme avec peut-être 5 praticiens, et puis finalement, il y a eu une étude avec l'Agence régionale de santé qui a défini qu'il y avait plus de besoins que ça. Donc le projet a changé. Et c'est normal, il faut de la souplesse. Quand on fait un programme, il ne faut pas que ce soit fixe. Il y a plein de choses encore qui peuvent se passer, des nouvelles données qu'on n'a pas. Et voilà, l'intérêt, c'est vraiment de permettre d'évoluer. Alors si on revient sur la friche en elle-même, hein, les 1 hectare et un tout petit peu plus, nous, on a conseillé à la commune de partir sur une procédure de concession d'aménagement. C'est-à-dire qu'une commune comme Neuilly-Pompières, 2000 habitants, n'a pas les moyens, les supports techniques pour porter une telle opération. Et donc, il faut un aménageur. Et pour choisir un aménageur, nous, ce qu'on préconise, la meilleure solution, c'est une concession d'aménagement. Parce qu'on transfère la maîtrise d'ouvrage et le risque financier à l'aménageur. Et là, en l'occurrence, il y avait une participation financière, parce qu'on savait, de par nos études, que ce serait déficitaire. Parce qu'effectivement, reconvertir une friche, ça veut dire démolir peut-être des bâtiments, ça veut dire reprendre des sols, ça veut dire aussi que le foncier, il est en centre-ville et on l'a peut-être payé plus cher qu'effectivement un terrain agricole. Donc voilà, ce n'est pas le même modèle économique et c'est souvent, pour le dire, souvent déficitaire. Donc l'objectif, alors le programme initial, il a évolué, Géraldine. Alors oui, le programme initial, il a évolué. Alors essentiellement concernant le nombre de logements, on avait prévu des PSLA, 5, ils se sont transformés en terrain à bâtir parce qu'on s'est aperçu dans le cadre de nos études de marché, parce qu'on fait toujours des études de marché, qu'il valait mieux acheter un terrain et faire construire, ça coûtait moins cher que de livrer du PSLA. Qu'est-ce donc du PSLA? C'est de la location à accession. C'est aussi pour destiné à des personnes avec un certain revenu. Pour du logement, donc on va dire c'est assez compliqué. On va dire, on avait d'autres opérations sur site sur d'autres communes qui n'avaient pas fonctionné, n'avaient pas trouvé preneur. C'est un produit très particulier. Donc ça, c'est le premier point. Après, on n'a pas changé grand-chose dans le fait qu'en effet, on avait un cahier des charges, donc avec un front bâti, des dessertes pour la voirie, pour des liaisons douces, etc. Il y a eu une autre modification, c'est par rapport à l'école, où l'école, l'entrée et la sortie, a voulu
se faire, on va dire, avec la commune vers notre opération de lotissement pour des questions de sécurité, puisque la sortie et l'entrée de l'école se trouvaient le long de la RD. Donc ça, c'était un vrai sujet. Et ça, on va dire, on l'a par la suite, on l'a travaillé non seulement avec la DAC, mais aussi avec la commune. Oui, et ça, on va y revenir, on va vous le montrer en plan, ça sera plus facile. Donc, effectivement, Val Thorens Habitat a été recruté, alors initialement sur une durée de 8 ans, mais ça s'est un petit peu prolongé. Alors, peut-être aussi que tu peux nous présenter Val Thorens Habitat. Bien sûr. Donc, c'est 417 salariés, dont la partie, c'est pour tout ce qui est gestion de proximité. C'est aussi plus de 67 millions d'investissements par an. C'est plus de 1125 entreprises qui travaillent pour nous. Et on va dire ces deux grandes activités, c'est toute la partie gestion du patrimoine, c'est-à-dire la location, la réhabilitation et l'entretien, et puis la partie développement, dont je suis la directrice. Il y a 25 personnes. Nous sommes une équipe pluridisciplinaire comme à la DAC. Nous réalisons non seulement des opérations d'aménagement, actuellement on en a 35 en cours, donc à différents stades, mais aussi toute la construction de logements locatifs sociaux, gendarmerie, de foyers. Donc on est vraiment une équipe pluridisciplinaire. Voilà, donc du coup c'est un duo VTH commune qui va opérer sur la requalification de la friche avec une vision globale. Alors la dépollution des sols, je l'ai évoqué un peu sur ce site, il n'y a pas eu de problème. Donc ça, c'était vraiment une bonne chose. La démolition, par contre, a été prise en charge par la commune. C'est forcément toujours aussi un coût important, mais assisté quand même par Val Thorens Habitat. On peut revenir sur on va dire la démolition des pollutions. Il faut dire que c'est un site aussi, c'est une friche commerciale. Donc c'est peut-être plus facile aussi en soi. Oui, ça bien sûr. On l'a dit, c'est vrai qu'il n'y avait pas c'est pas une friche industrielle avec beaucoup de pollution ou beaucoup de choses complexes qui sont difficiles à évaluer d'ailleurs à la base. En termes de chiffrage, en termes aussi savoir qu'est-ce qu'on va pouvoir en faire, c'est ce que tu disais tout à l'heure. Il faut quand même avoir réaliser beaucoup d'études pour savoir qu'est-ce qu'on peut faire sur ce terrain, comment on peut le transformer. Alors ensuite, bien évidemment, il y a les autorisations réglementaires. Donc là, vous êtes allé par étapes. Alors on est allé par étapes. On a déposé un premier permis d'aménager. On a déposé 2 modificatifs, une par rapport à l'ABF, puisqu'il y avait des recommandations, puisqu'on est en secteur ABF. Donc on a pris en compte. Et puis la deuxième, c'était essentiellement pour une voie d'accès. Voilà. Et derrière, après, nous avons déposé un permis de construire pour la partie de nos logements. Donc 4 permis de construire pour 24 logements, répartis 16 logements locatifs sociaux en collectif et 8 maisons en individuel, et le reste en terrain à bâtir, 11 terrains à bâtir. Voilà, donc on voit un petit peu le plan d'aménagement global et puis l'opération de construction. C'est vrai que c'est 2 choses différentes. Peut-être insister un peu sur ce point. Parce que j'ai vu que... Alors, donc déjà, on a signé le traité de concession. Donc ça, c'était déjà le premier point avec la commune, donc en 2014. Derrière, on a travaillé pour la partie aménagement. Donc en fait, on a consulté, on a recruté une équipe de maîtrise d'œuvre pluridisciplinaire, de la conception à la réalisation, donc verdiste, urbaniste, environnementaliste, puisqu'on a une loi sur l'eau sur ce dossier. On a obtenu en fin 2016 le permis d'aménager, et derrière on a déposé un permis de construire en 2017 qu'on a obtenu.
Et dans la foulée, on a lancé la construction des bâtiments pour une livraison en plein Covid. Donc en fait, on a livré et réceptionné, enfin réceptionné et livré en juin 2020. Voilà, donc réceptionner l'opération de construction. Uniquement de construction, voilà. Parce que l'opération d'aménagement est encore en cours. Donc les 11 terrains à bâtir, c'est un rythme grosso modo de 2 terrains vendus par an. Donc c'est en cours. C'est quasiment fini. C'est quasiment fini, tout est vendu, donc ça ne saurait tarder. Alors du coup, on va zoomer un petit peu sur l'opération de construction, hein, donc avec des logements sociaux et des commerces. Alors oui, donc en fait on a respecté, on va dire, le plan qui avait été fait de la DAC, avec un front bâti, avec un alignement sur rue, sur l'avenue du Général de Gaulle. On a réalisé en rez-de-chaussée de ces bâtiments des commerces, donc c'est plus de 500 mètres carrés. Donc au fur et à mesure, les commerces sont vendus. Aujourd'hui, on a tout vendu. Donc c'est quand même une réussite, il faut le dire, parce que nous avons été quand même, tu l'as dit au début, on a été le seul aménageur à répondre sur ce dossier. C'est pour ça, le risque était aménageur, même si la commune a participé, le risque était assez élevé, non seulement aussi pour nos bâtiments à nous. Il faut savoir que pour tout ce qui est collectif, ils ont tous des terrasses ou des balcons loggia, donc un extérieur, parce que depuis 2020, quand même, c'est devenu extrêmement à la mode. Donc c'est un point pour moi très important. C'est-à-dire qu'avant Covid, vous aviez déjà prévu ça. Oui. Voilà, donc on détaillera avec des images tout à l'heure. C'est quand même une opération, moi, que je trouvais exemplaire à plusieurs titres en termes de densité. Hein, au total, on est quand même sur 30 logements hectares. Et c'était une volonté aussi de retrouver la densité du centre-bourg. Effectivement, toutes les intimités ont été bien travaillées avec des extérieurs, que ce soit pour les maisons individuelles ou le locatif, avec un soin quand même particulier des logements traversants, des enduits à la chaux, enfin vraiment des menuiseries aluminium. On est vraiment sur du qualitatif. Alors l'ABF. On est aussi en secteur ABF, mais c'est pas parce qu'on est en secteur ABF que Val Touraine Habitat ne fait pas quelque chose de qualitatif. En sachant que là, nous avons une autre maîtrise d'œuvre. On a 2 architectes, Chevet d'Acoury, qui ont travaillé sur ce projet et avec qui on travaille et qui comprennent notre commande et aussi l'agencement des logements, puisque comme on reste propriétaire, but de la manœuvre, c'est que nos locataires soient bien chez eux. Voilà, et donc au sud de cette opération, on a la maison médicale. Alors Christophe, si tu veux nous rejoindre peut-être pour dire un petit mot. Donc parallèlement à ce projet, il y a la maison de santé qui est venue s'incrémenter. C'est vrai que vous étiez à l'époque confronté un petit peu à une désertification. Tout à fait. Déjà, bonjour à toutes et à tous. Lorsque nous sommes arrivés, je suis arrivé avec monsieur le maire, monsieur Jolivet, en 2014. Donc il y avait le projet que tu évoquais sur ce pôle de santé, cette maison de santé. Et il a fallu fédérer autour de ce projet, notamment avec l'ARS et les professionnels de santé. Donc pour aboutir à un projet de soins. Et ce projet de soins a mis en évidence des besoins, de grosses carences au niveau de l'offre de soins sur le territoire. C'est pour ça que, en fait, il a été finalisé par une dizaine de cabinets et pléthore de professionnels de santé. La grosse, dans le cas de la maison de santé, de la construction, c'est pas la construction qui est problématique, dégager du coût financier que cela peut représenter. C'est qu'il y a de l'humain à l'intérieur et il faut, je dis fédérer parce que c'est comme les projets de friche urbaine. Si on ne fédère pas avec les meilleures idées du monde, on n'arrive pas à grand-chose et c'est beaucoup plus compliqué. Donc on a pu fédérer, avoir vraiment des moyens humains. Les différents de services de l'État nous ont accompagnés sur ce projet pour arriver à un bâtiment qui fonctionne et qui répond justement aux besoins des territoires carencés.
comme Guillaume l'a évoqué, Neuilly-Pompière est situé un peu à la croisée des chemins, avec les 2 départementales, donc avec ses avantages et ses inconvénients. Et donc, la maison de santé, en l'occurrence, est une passerelle entre les territoires carencés du Nord et la métropole. Voilà, une dynamique effectivement différente d'autres communes. Et alors, du coup, vous avez souhaité prolonger, mais c'est logique, hein, on voit sur le... Du coup, mon pointeur ne marche plus, mais bon, c'est pas grave. On voyait sur la diapositive donc l'opération de construction, la maison médicale au sud. Et finalement, c'est l'entrée de ville sud. Et donc, il fallait requalifier. Complètement. Et tu l'as évoqué tout à l'heure, le programme du Clos du Haras, en fait, nous, on a commencé la construction avant le démarrage du programme du Clos du Haras. Il a fallu, on s'est bien entendu avec Val Touraine Habitat, on a vraiment eu de nombreux échanges, parce qu'on avait des contraintes techniques aussi, au niveau des réseaux notamment, puisqu'on partait un petit peu avant vous pour les problèmes de base, l'altimétrie de bâtiments, tout simplement. Donc on a vraiment eu un certain nombre d'échanges avec les différents services de Val Touraine Habitat sur ce point. Voilà, et du coup, là, la requalification de la route départementale, c'est quasiment terminé. Il reste encore un peu de plantation pour parachever, on va dire, le quartier. Alors là, c'est l'étape finale qui vient de se terminer il y a quelques semaines, puisqu'il y avait cette densification urbaine, la maison de santé et puis le problème du Clos du Haras, mais on avait cette entrée de bourg, de ville, qui était pas propice à la traversée au flux de circulation, les cheminements piétons, entre les services, donc le collège, la Poste France Service, et puis cette densification urbaine. Donc on a réaménagé tout l'ensemble de l'avenue, de manière à créer déjà de l'accessibilité et du stationnement, parce que tu as parlé de commerce, il n'y a pas que de l'habitat, et des commerces sans stationnement, on peut avoir les meilleurs commerces du monde, c'est quand même pas génial. Donc je pense, après, à chacun de dire ce qu'il en pense. Ça a été un peu problématique, parce qu'on a eu 4 mois de travaux sur un axe, encore une fois évoqué, où il y a beaucoup de circulation, donc les communes voisines en ont subi les conséquences un petit peu. Oui, mais en tous les cas, effectivement, on sent bien que y a une opération majeure et des opérations connexes qui viennent se greffer. Mais ce qu'on peut dire aujourd'hui, je pense, c'est que les objectifs ont été atteints. Atteints parce vous avez ramené du logement en centre-ville avec une densité importante, ramené des commerces, une maison médicale. Et on voit bien que du coup, ça recrée une dynamique sur le centre-bourg. Il y a bien évidemment toujours autour de la mairie une activité, mais il y a maintenant aussi un pôle, on va dire, entre l'école et le collège et le Clos du Haras. Il y a quelque chose qui s'est créé et il y a une liaison est-ouest. Voilà, on franchit. Tout à fait, c'était le lien, le ciment en fait, entre ces différentes opérations. Voilà, donc on voit aussi que c'est sur un temps... Alors, qui peut paraître long, moi qui ne me paraît pas si long, une quinzaine d'années entre le démarrage, le rachat finalement du terrain et aujourd'hui. C'est pas le temps politique, on est sur plusieurs mandats. Donc il y a une question de continuité. Là, sur Neuilly-Pompière, ça s'est bien passé. Mais c'est important d'avoir cette vision, c'est-à-dire que quand on démarre une opération en tant qu'élu, vous n'êtes pas forcément sûr de voir la fin. Complètement, tout à fait. Et je sais que vous me disiez finalement vous agissez pour le futur. Des fois, il faut savoir acquérir du foncier, même si on sait pas si ce sera sur ce mandat. Complètement. Il faut rester maître, en fait. La collectivité doit, dans la mesure du possible, rester maître de son foncier. Et quelquefois, effectivement, il faut... lorsqu'il y a possibilité, ça s'est produit d'ailleurs sur ce secteur-là à l'entrée du bourg. Il y avait près d'1 hectare juste à l'entrée, pas très loin du Clos du Haras, qui était à vendre, et donc nous sommes portés acquéreurs pour rester maître. On a connu des difficultés pour l'agrandissement de l'école, oui, où la collectivité n'étant pas maître de son foncier, cette restructuration de l'école et de la LSH a mis un peu de temps. Voilà, c'est lancé. Mais il faut essayer d'anticiper dans la mesure du possible et l'expliquer à la population aussi, parce que c'est pas toujours aussi clair que ça. Tout à fait. Donc on va enchaîner justement sur l'école parce que c'est intéressant. Alors là, je montre des images du quartier, mais il y aura une petite vidéo à la fin qui sera un peu plus parlante.
Mais effectivement, en fait, ça se poursuit. C'est-à-dire qu'un quartier, c'est jamais terminé. Et il y a toujours des nouvelles choses, des nouvelles opérations. Et là, il y a l'extension de l'école, effectivement. Donc, la DAC-CE est encore intervenue, une nouvelle étude pour prolonger un petit peu tout ce qui s'est fait. Quasiment tous mes collègues sont intervenus sur Neuilly-et-Pompières en disant toutes les spécialités. Et là, effectivement, ça vient s'inscrire encore finalement dans le même projet. C'est en complément. Et puis c'est complètement lié, puisque tu parlais de l'accroissement de Neuilly-et-Pompières ces dernières années. Mais qui dit accroissement de la population, il faut que les structures d'accueil suivent et soient en capacité d'accueillir dans les meilleures conditions possibles les nouveaux arrivants. Oui, parce que surtout les plus petits. Les plus petits, parce que Neuilly-et-Pompières est une commune effectivement jeune, par rapport à la moyenne de l'Indre-et-Loire en tout cas. Ça c'est la première image de Bourgueil et Rouleau, les architectes en charge de la construction. Ça va relativement vite puisque travaux l'an prochain si tout se passe bien. Alors là oui, le PC est déposé, les différentes étapes administratives, l'appel d'offres, les marchés. On va dire, on essaye, on va toujours être un peu optimiste sur un chantier de la sorte, une ouverture pour 2024. Alors, rentrée, est-ce que ce sera la rentrée de Pâques ou la rentrée de septembre? On va prendre une marge de sécurité, on va s'orienter plutôt vers la rentrée de septembre 2024. Et puis, il y a une nouvelle friche finalement qui vient d'apparaître. Je l'avais montré un petit peu au tout début sur l'historique. C'est une ancienne chaudronnerie qui déménage donc vers la métropole. Et puis, du coup, un nouveau défi du coup pour Neuilly-et-Pompières. Tout à fait. Cette entreprise qui était, je dirais, un monument de Neuilly-et-Pompières, parce que Monsieur le maire, pas me contredire, mais plus de 70 ans d'activité, je crois, de mémoire, à Neuilly-et-Pompières. Donc, ils ont décidé pour se développer, de se rapprocher de la métropole. Donc, il restait un site, donc cette friche, de près d'1 hectare, 9700 mètres carrés de mémoire, et avec un grand bâti à requalifier. Donc, les élus se sont positionnés, puisque on connaît quand même bien notre territoire, et on sait, tu l'as évoqué tout à l'heure, que le but, c'est quand même de limiter l'extension sur les espaces agricoles, naturels et forestiers. Donc là, on avait 1 hectare, près d'1 hectare, 9700 mètres carrés, de construits, de limiter l'imperméabilisation des sols, tout au moins de les désimperméabiliser. On a quand même sur cette friche près de 5000 mètres carrés de couverts, donc il y a un sujet. Et en plus, on a un ruisseau. Une partie du bâtiment, des installations ont été construites sur le ruisseau, et le but, c'était de le remettre dans son lit naturel. Donc alors, même si on connaît encore une fois bien notre territoire qui a besoin d'habitat mixte, tu l'évoquais, on a besoin aussi de compétences. Donc on a eu les services de la Comcom qui nous ont bien appuyés pour rentrer un peu dans le dur administratif. Et on a travaillé également avec un bureau d'études, le bureau Praxéo représenté par Monsieur Lemoyle, pour monter les dossiers. Ça s'est fait dans le cadre donc, du plan de relance avec le dossier Fonds Friche. Là, on va peut-être attaquer un autre sujet, mais c'est un dossier primordial. C'est-à-dire qu'avec, encore une fois, les meilleures idées, cette opportunité d'acquérir cette friche, sans le Fonds Friche, nous n'aurions pas pu. Pour les raisons qui ont été évoquées. C'est-à-dire que là, c'était un site industriel avec un historique et une pollution. Et lorsque vous lancez là-dedans, on saute et on apprend à nager après, parce que le dossier pollution, ça peut vite devenir compliqué. D'où toute la partie ingénierie et s'entourer de bureaux d'études pour aboutir à un projet viable et financièrement viable avec toutes les études des pollutions, etc. Donc voilà, on a eu la chance d'être lauréat du Fonds Friche, et là on est en plein dans le dur du coup là. Pour arriver au schéma d'aménagement. Oui, alors c'est important ce que vous dites parce que effectivement, l'opération de la requalification de l'ancien Super U n'a pas bénéficié de subventions d'État. Ça a été porté par la commune. Mais effectivement, s'il y avait eu de la pollution ou des choses comme ça n'aurait pas été possible. Et là, c'est tout l'intérêt du Fonds Friche. Alors les éléments clés, du coup, ce qu'on peut retirer un petit peu comme expérience. C'est déjà les acteurs. Vous l'avez dit, la commune, c'est quand même l'impulsion, c'est la décision politique, c'est aussi la prise de risque, même si Val Touraine Habitat aussi a pris des risques, bien évidemment. Il faut un aménageur qui veuille se lancer aussi. Mais tout part quand même des élus de se dire
qu'est-ce qu'on fait et une fois que vous avez une assistance d'ingénierie, qu'elle soit publique ou privée, mais que vous avez les éléments pour décider, c'est de se dire on se lance ou on ne se lance pas. Ensuite, il y a beaucoup de matières grises. Là, en l'occurrence, beaucoup de maîtres d'œuvre, puisque c'est une succession d'opérations. Et moi, je trouve que c'est pas un mal, finalement, d'avoir des petites opérations qui se complètent avec des maîtres d'œuvre différents. Parfois, on dit non, il faut un seul architecte pour avoir une cohérence, etc. On voit que finalement, avec plusieurs architectes, ça marche aussi. Et puis, il y a l'architecte des bâtiments de France, bien évidemment, quand on est dans un secteur protégé. Important d'avoir une bonne discussion, une bonne coopération avec l'ABF. Le programme, on en a parlé, c'est très important de bien définir un programme d'opération, mais en conservant de la souplesse. Le programme, il ne doit pas être figé. Quand on est en étude de faisabilité, on n'a pas encore tous les éléments sur tout. Donc, il faut dessiner des intentions, des objectifs, des enjeux, mais aussi de la souplesse. Il faut aussi être capable de cibler les acteurs à mobiliser, parce que de toute façon, la commune ne fera pas toute seule sur ce type d'opération. Et puis, bien évaluer le financement public nécessaire, on vient de l'évoquer, c'est aussi un facteur clé de réussite. Bon, bien choisir le lieu d'action, c'est vrai que pour le Super U, c'était assez évident. Pour la friche de Moussy, finalement, ça paraît aussi relativement logique. C'était une évidence, finalement, presque pour vous. On est sur la même surface. Et quasiment raccroché au centre-bourg, à peu près à équidistance. Donc la question s'est pas posée très longtemps. Mais par contre, une capacité de mutabilité un peu plus complexe. Beaucoup plus complexe de par les installations sur place, effectivement. Voilà. Donc bien évaluer ces contraintes. Être capable aussi de tenir le projet sur un temps long, on en a parlé. Et une gestion financière importante, surtout quand c'est plusieurs opérations, parce que ça peut être effectivement des coûts qui peuvent se cumuler. Donc la maîtrise des coûts, ça a toujours été important, ça l'est encore plus aujourd'hui. Ça, c'est le rôle de l'aménageur. Et puis pour revenir sur les grandes lignes, c'est vrai que c'est un projet et à côté il y a plein de projets satellites et ça continue. Et quand on a pensé l'opération, on va dire, d'aménagement, on n'a pas bloqué aussi l'avenir. Donc cette future extension pour l'école, il y a une voirie. Donc en fait, on a tous bien travaillé ensemble en se disant demain, qu'est-ce que pourrait être Neuilly-Pompières et ce secteur ? Tout à fait. Et c'est cette concertation qui est primordiale. Exactement. Et c'est ce que tu disais, Guillaume, c'est qu'il faut être souple, agile. Et ça, c'est vrai que vous aviez fait un travail que nous, on a repris aussi, on a fait un diagnostic et on a beaucoup échangé avec la commune et les différents partenaires pour en effet que cette verrue urbaine disparaisse et s'intègre totalement dans le tissu urbain existant. Non, complètement. Et juste pour rajouter un dernier point, Neuilly-Pompières est un pôle de développement, mais qui agit en complémentarité, et ça je tiens à le souligner, avec les communes voisines. Je pense qu'il y en a 3 principales. Il y a Saint-Martin-de-Racan, Neuville-le-Roi et Saint-Christophe. Donc je dirais, il y a Neuilly-Pompières qui a ce pôle de développement, mais ça se doit d'interagir avec les collectivités où, d'une manière historique, on a toujours eu des interactions et des échanges. Ça, c'est important. C'est-à-dire que la petite ville de demain, c'est des petites villes de demain, en fait. Exactement. Ces petites villes de demain au pluriel. Alors, et d'aujourd'hui, effectivement, comme et d'aujourd'hui, Eric. Non, mais c'est important, mais on va le réévoquer ensuite. Juste pour finir sur les éléments clés, le foncier, c'est vraiment important parce qu'il y a le coût d'achat, le coût de dépollution, le coût de déconstruction. C'est un coût global et ça peut vite monter et ça peut vite compliquer finalement le montage financier d'une opération. Donc on a besoin d'accéder au foncier et en même temps, il faut maîtriser les coûts d'achat. C'est pas toujours facile. Surtout qu'en Indre-et-Loire, on n'avait pas d'établissement public foncier. Alors maintenant, il y en a un dans la métropole. On espère qu'il viendra aussi en aide aux collectivités en dehors de la métropole. Parce qu'il y a une expertise pour évaluer tous ces coûts. Bien évidemment, une commune, là en l'occurrence, vous vous êtes fait assister, c'est important parce que seul, vous ne pouvez pas avoir toute la maîtrise, toute la conscience de ces sujets. Et puis, donc il y a la gestion du projet sur le temps long et surtout soigner les détails. Ce qu'on va voir peut-être sur site, si on y va, s'il ne fait pas trop mauvais, c'est vraiment la qualité de tous les détails. Et c'est ça qui donne après à un quartier vraiment son cachet et qui fait que ça marche surtout.
Donc voilà, hein, les coûts d'achat du foncier, des pollutions des constructions, il ne faudrait vraiment pas que ça dépasse 15%. Au-delà, c'est clair, c'est fonds friches, c'est aides, c'est subventions. Donc nous, sur le projet du Super U, hein, c'était aucune aide autre que la commune, hein, pour l'opération d'aménagement. Et la maison médicale, par contre, a été subventionnée par bien évidemment la RS. Alors après aussi, Val Touraine Habitat, on est venu construire des logements. Il y a l'opération d'aménagement. C'est plus de 5 millions d'euros d'investissement. Quand même, on est venu investir le territoire. Voilà. Une partie sur nos fonds propres. L'essentiel, c'est des prêts. Alors juste Guillaume, anecdotique, mais l'ARS ne finance pas. Ah oui, d'accord. L'ARS définit ton projet de soins qui est validé par l'ARS et c'est ce qui te permet d'aller voir la région, l'Europe pour obtenir des financements. Merci de ces précisions. Voilà, donc aujourd'hui, il y a des aides d'État qui sont assez variées, donc soit au travers des appels à projets, Petite Ville de demain, opération de revitalisation des territoires, construction de villes durables, et puis l'ADEME qui est toujours là pour les sujets liés à la pollution. Donc c'est vrai qu'il y a une multitude finalement d'aides possibles, mais qui nécessitent aussi du travail pour pouvoir accéder à ces aides. Alors la ville de demain, voilà, en guise de conclusion avant de passer aux questions-réponses, voilà, moi je souhaitais vous faire un petit point quand même sur l'urbanisme circulaire. Donc c'est Sylvain Grisot, hein, qui a dans son livre le manifeste pour un urbanisme circulaire et puis Réparons la ville, donc ces deux livres qui a vraiment mis en exergue finalement cette philosophie. C'est de dire que 80% de la ville de demain existe déjà aujourd'hui, hein. Donc on en revient à cette idée de ville d'aujourd'hui et ville de demain. Finalement, c'est un peu la même chose, puisque on va reconstruire la ville sur la ville. On va de manière quasi obligée arrêter de s'étendre. Donc c'est vraiment important d'avoir cette idée qu'il faut intensifier, transformer, densifier les centres-bourgs existants et la ville actuelle. Je vous parlais au début de la ville du quart d'heure. C'est vrai que Neuilly-Pompière aujourd'hui c'est une ville du quart d'heure, et ce serait important que ça reste comme ça. Et puis les friches urbaines, dans l'idéal c'est de les recycler, et si on ne peut pas les recycler, il faudra les renaturer, hein. Et là on renvoie un petit peu vers la ZAN, le zéro artificialisation nette, c'est-à-dire qu'une friche demain qui serait excentrée, trop loin, qui n'aurait finalement plus d'usage, pourra être renaturée, et ça permettra peut-être de construire à un endroit plus près. Voilà, donc juste cette petite boucle qui permet de bien comprendre l'idée, hein. C'est vraiment, on travaille sur l'existant et on évite d'aller créer des friches, de nouvelles friches, et quand vraiment on ne peut pas, on renature. Alors je vais vous lancer du coup une petite vidéo avec les images du quartier, hein, réalisées donc par Val Touraine Habitat. C'est une petite vidéo que les architectes messieurs Chevet et Dacoury ont réalisée. Voilà. J'en profite pour remercier tous ceux qui nous ont aidés, hein, pour organiser cette conférence. Les élus, bien évidemment, de Neuilly-Pompière, Val Touraine Habitat, et puis tous les maîtres d'œuvre qui ont participé ou qui participent, ou les AMO aussi, hein, qui sont impliqués, et puis aussi la société Rock & Roll qui enregistre cette vidéo et diffuse. Et des services techniques qui ont aménagé la salle. Et des services techniques, tout à fait. Très, très sympathique. Voilà, vous voyez des images, hein, qui sont quand même... on a des petits jardins, on a plusieurs tons sur les enduits, on a même des petits celliers, des cages d'escalier, voilà, tout est travaillé. Ça serait intéressant de faire une évaluation peut-être dans 2-3 ans des habitants, de savoir... Bon, alors c'est prévu, tant mieux. Parce que je pense que c'est un quartier où il va faire bon vivre. Alors, voilà, juste pour conclure, avant qu'on passe aux questions-réponses, voilà les acteurs, enfin les contributeurs, en tout cas, de cette conférence.